Qu'on y vienne attiré par ses temples légendaires ou ses plages paradisiaques, le Cambodge regorge de trésors. Et pour en percer les mystères, il ne faut pas hésiter à prendre les chemins de traverse. Terre imprégnée de rituels et de croyances, le pays a pris le virage de la modernité, comme en témoigne sa capitale, Phnom Penh. Mais loin de la frénésie des villes, les habitants ont réussi à préserver leur patrimoine naturel et artistique d'une grande richesse, leur savoir-faire et des pratiques culturelles ancestrales. Le Cambodge est niché entre la Thaïlande et le Vietnam, deux pays sur lesquels s'étendait l'Empire Khmer. Notre voyage débute à Siem Reap, où se trouve le légendaire site d'Angkor. Angkor a été la capitale de l'Empire Khmer de 802 à 1432. À son apogée, elle comptait 1 million d'habitants. Les centaines de temples que l'on peut admirer aujourd'hui ne représentent que la partie sacrée de l'ancienne cité. Les palais et tous les bâtiments construits en bois ont disparu depuis longtemps. Les rois khmers ont instauré le culte du roi-dieu, le Devaraja. Ce sont aussi d'infatigables bâtisseurs. Angkor Wat, construit à l'initiative de Suryavarman II, symbolise l'apogée de la civilisation khmer. Ce temple est devenu l'âme et le cœur du Cambodge. Le monument a nécessité l'emploi de 300 000 ouvriers et l'aide de 6 000 éléphants. La population cambodgienne est très attachée à ce site. Certains n'hésitent pas à louer des costumes traditionnels pour apparaître en photo devant le temple. La dernière enceinte avant d'accéder au cœur du temple est recouverte de bas-reliefs longs de 800 mètres. Ils illustrent des scènes d'épopées indiennes et les exploits guerriers du roi Suryavarman II. Le temple compte un labyrinthe de galeries. Certaines renfermaient des centaines de statues. Une grande partie a été dérobée lors des dernières guerres. À l'instar des autres temples montagnes de la province, Angkor Wat est une réplique miniature du cosmos. La tour centrale représente le mont Meru, axe du monde et lieu de résidence des dieux. Les continents sont figurés par les cours inférieures et les océans par des douves. Les marches abruptes symbolisent l'effort demandé pour accéder aux divinités. La tour centrale, haute de plus de 65 mètres, donne à l'ensemble sa somptueuse unité. Grès et latérite ont bien résisté à ces nombreux siècles arrosés par de puissantes moussons. La cité reste un centre spirituel actif. À l'arrière du temple, près de la façade est, un stupa renferme la sépulture d'un sage. Tout un village dont il est originaire est venu lui rendre hommage. Brûler de l'encens permet aux fidèles d'établir un lien entre la terre et le ciel. Ce rituel religieux est pratiqué aussi bien chez soi sur l'autel des ancêtres que dans les temples et pagodes. Le parfum qui s'en dégage est destiné à attirer l'attention de la divinité ou de l'esprit et de lui transmettre ses prières. Les soirs de pleine lune, bougies et prières animent tous les temples de Siem Reap. Au tournant du XXe siècle, l'école française d'Extrême-Orient s'est vue confier les premières fouilles du site d'Angkor. On retrouve encore l'influence architecturale des colonisateurs dans quelques rues de Siem Reap. En retrait du centre, l'artiste Lim Mui Tim a créé un espace immense entièrement dédié à l'art khmer. Après des études d'art en France en 1994, il rentre au Cambodge et parcourt son pays.
Ma volonté était d'apprendre, surtout, et de connaître un peu plus la culture de mon pays. Du coup, en voyageant, en discutant avec des villageois, dans des contrées les plus reculées du pays, c'est uniquement par l'intermédiaire des objets et des ambiances, on va dire, de leur habitat qui m'avait permis de mieux appréhender cette culture. Il expose aussi ses propres créations, très largement inspirées de la culture khmère. C'est d'abord le constat qu'il y a un très très grand vide au niveau culturel et artistique au pays après des années de guerre. Donc, et comme avec mon bagage artistique et technique de France, j'avais cette idée assez rapide, assez spontanée de nous organiser pour former les jeunes donc à ce secteur culturel, qui pour moi est primordial parce qu'on n'est quand même pas loin du site encore, et du coup la filiation me paraissait assez directe. Parmi les traditions qu'il a souhaité préserver, l'art du laquage occupe une place importante. Cette technique est employée aussi bien pour décorer que pour protéger les objets en bois. L'idée était quand même de pouvoir s'approprier des formes et comment le transformer et l'adapter à un contexte beaucoup plus contemporain. Puisque malgré tout, j'étais comme éduqué en France. Du coup, cette visée contemporaine est restée comme très présente. C'était aussi sentir, comprendre, m'approprier pour ensuite trouver des voies de création possibles dans cette Cambodge qui est très meurtrie par la guerre. Le génie des différents constructeurs de la cité d'Angkor se constate aussi par leur création d'un réseau hydraulique sophistiqué. Ici, l'eau est omniprésente. Aujourd'hui, plusieurs douves se retrouvent congestionnées par des plantes envahissantes qu'il faut régulièrement arracher et évacuer. Dans le même temps, on essaie de les remplacer à plusieurs endroits par des fleurs de lotus, offrandes particulièrement prisées pendant les cérémonies religieuses. Un pont spectaculaire enjambe les douves pour accéder au site d'Angkor Thom. Entièrement borné de sculptures, il représente la bataille mythique des 54 dieux et des 54 démons. On distingue aisément de quel côté se situe le bien et le mal. Angkor Thom est la dernière capitale de l'Empire khmer. Le site s'étend sur près de 9 km². Le Bayon en est le cœur. Imaginé par le roi Jayavarman VII, il incarne le passage de l'hindouisme au bouddhisme Mahayana. On le surnomme le temple au visage avec ses 54 tours ornées de 216 visages souriants. Le lieu révèle sa splendeur à mesure qu'on approche. Cet édifice, comme beaucoup d'autres, était complètement enfoui dans la jungle. Il a fallu du temps aux chercheurs pour comprendre qu'il représentait le centre de la cité d'Angkor Thom. De magnifiques sculptures couvrent les murs des premiers et deuxièmes niveaux. Elles décrivent des scènes de la vie quotidienne du XIIe siècle ainsi que de grandes batailles. Un peu à l'écart et encore dissimulé par la végétation, le Taprom intrigue. Il a été complètement englouti par la jungle, laquelle rappelle son incroyable conquête et domination sur la pierre. Avec une patience infinie, il a fallu désincarcérer les temples et les libérer de l'emprise d'arbres centenaires.
Toutefois, certains ont été préservés, garants de l'actuelle stabilité des édifices et partie intégrante de ces étonnants vestiges. Actuellement, plusieurs équipes d'archéologues effectuent des rénovations pour mettre en valeur les différentes tours et cours qui composent cet ensemble. Il n'est pas étonnant qu'un tel lieu ait servi de décor à plusieurs grands films d'aventure. À une petite heure de route de Siem Reap, nous parvenons au village de Bostor, au Kulen Elephant Forest, où le franco-cambodgien David Pio a créé un sanctuaire accueillant des éléphants. Autrefois exploités au service du tourisme, ils vivent à présent en liberté dans un immense espace vierge protégé. Ici, nous avons 11 éléphants et 445 hectares de forêt protégée, où ils vivent librement. Et ils sont libres d'avoir des comportements sociaux et naturels comme il se faut. Un éléphant mange en moyenne 200 à 300 kg de végétaux par jour. Il est donc assez dévastateur pour la nature. Malgré les 445 hectares du parc, la gestion de l'espace doit être soigneusement planifiée. C'est tout ce qui concerne une vie saine pour un éléphant, c'est-à-dire la promotion d'un comportement social, un épanouissement mental, un soutien de santé. On s'occupe de tous leurs maux de ventre, leurs égratignures, tout ça. Vraiment tout pour s'assurer qu'elles peuvent vivre le plus longtemps possible. Au Cambodge, il reste une population d'éléphants sauvages entre 3 et 600 individus qui habitent dans les provinces frontalières avec la Thaïlande, le Vietnam et le Laos. La déforestation importante que connaît actuellement le pays ne va pas arranger les choses. L'un des moments favoris des pachydermes se déroule probablement durant la séance d'arrosage individuelle, où ils peuvent boire les quelques 60 litres d'eau dont ils ont besoin chaque jour. Difficile d'imaginer que nous avons maintenant atteint la plus grande réserve d'eau douce du sud-est asiatique, le lac Tonle Sap. Ce système hydraulique qui combine rivière et lac connaît d'importantes variations de niveau selon la saison. En période sèche, comme c'est le cas actuellement, les eaux sont basses et la végétation a conquis une bonne partie des environs. Dans le village de Prek Toal, toute la vie se passe sur l'eau. L'école, les petits commerces, le village entier flottent quelle que soit la hauteur du lac. Ces eaux fluctuantes constituent un énorme réservoir de poissons, malheureusement menacé par la surpêche et la construction des barrages géants sur le Mékong en Chine. Les petits poissons sont très prisés pour la préparation du praok, une pâte à base de poissons salés et fermentés. Utilisée à l'origine pour conserver les prises, c'est devenu un condiment, puis un plat. Nous préparons du praok. C'est du poisson fermenté. Nous l'exportons en grande partie vers la Thaïlande. Ils nous l'achètent à un bon prix. À longueur de journée, munis de hachoirs et de gants de protection, toute la famille débite de petits morceaux. Les épiceries ambulantes se déplacent à la demande de leurs clients réguliers ou de ceux qui les interpellent. On cuisine ensemble à même le quai de la maison. L'épicière fournit des épices manquant à la pâte de poisson pimentée que prépare la mère de famille pour son déjeuner. Le tout dans le vacarme incessant des bateaux qui circulent. La vie lacustre est rigoureuse. Bientôt, la mousson débutera et le niveau du lac montera de plusieurs mètres, recouvrant toute la végétation avec un courant plus puissant.
Les jacinthes d'eau sont l'une des plantes invasives du lac qui pourrissent par le fond. Pourtant, une fois séchées, on est parvenu à leur trouver une utilité. Une façon aussi de compenser la baisse de la ressource en poissons. Je m'appelle Onsre Poave. J'ai 42 ans. J'ai 3 enfants. À côté de la pêche, j'ai été obligée de trouver de nouveaux métiers. Je cueille des jacinthes d'eau, j'élève des poissons et je cultive quelques petites variétés de légumes. Les tiges des jacinthes sont livrées à une ONG toute proche qui va les valoriser. Les ouvrières sont en train de terminer la commande d'un grand tapis destiné à un hôtel de Siem Reap. Sur le lac, la jacinthe d'eau est une des plantes qui menacent l'environnement et ne présente que peu d'intérêt. Nous avons monté un projet qui s'appelle l'atelier des jacinthes d'eau. Nous utilisons des tiges pour ensuite les tresser et réaliser ainsi différents objets selon les besoins de nos clients. Une partie des revenus ira aux familles, une autre à l'association qui préserve l'environnement du lac. Entre la pollution et la multiplication des grands barrages, les menaces ne manquent pas. À la sortie du lac, dans le village de Totea, on pratique un art martial remontant au IIIe siècle et qui a failli disparaître, le bokator. Le cérémonial et la préparation se font avec minutie et respect. Le bokator avait disparu depuis longtemps. On pense depuis l'époque de Jayavarman VII, c'est-à-dire après l'abandon d'Angkor. Et ensuite, il y a eu les guerres. Cependant, grâce au témoignage des bas-reliefs d'Angkor Wat, nous avons pu, avec l'aide de gens âgés, à qui on avait transmis quelques mouvements, reconstituer plusieurs enchaînements. Nous avons regroupé toutes ces informations en les comparant avec les bas-reliefs d'Angkor Wat pour obtenir quelque chose de pertinent. Après un petit échauffement sur les sacs, les deux entraîneurs du club simulent des attaques, qui, si elles étaient exécutées en mode réel, pourraient être très violentes. Cet art martial traditionnel khmer présente beaucoup d'intérêt pour la santé. Notre corps est plus solide. Lorsque l'on s'entraîne et que l'on combat, il développe le courage. Et si des circonstances dangereuses l'exigent, nous pouvons l'utiliser pour nous défendre. Grâce à tout ce travail de reconstitution, de nombreux jeunes ont été attirés par cette discipline spectaculaire, assurant ainsi sa pérennité. Nous poursuivons notre route vers l'est, près d'Anchi, pour nous rendre sur les rives du Mékong. Le pont de Kampong-dae est un nouvel exemple de la grandeur architecturale de la civilisation khmer. Daté du XIIe siècle, il ne montre aucun signe de faiblesse. Vivre aussi proche du fleuve demande quelques contreparties. Toutes les maisons sont sur pilotis, car en saison humide, une bonne partie de ces terrains sont sous l'eau. En attendant la crue, on profite de la fin de journée au soleil, en rentrant le bétail ou en épluchant des légumes. Ici, un villageois termine un enclos pour les coqs de combat. Le fourrage des animaux est lui aussi préservé en hauteur. Du riz fraîchement récolté à proximité du fleuve est en train de sécher. Anchi est aussi connu pour sa fabrique de maisons et de meubles en bambou. Ils sont récoltés sur les berges du Mékong où ils poussent à foison. Les cannes de bambou sont baignées dans un bain à la composition restée secrète qui élimine tous les parasites éventuels et préserve leur longévité. Elles sont ensuite stockées et séchées au soleil pendant plusieurs jours. À
À quelques centaines de mètres de là, ce restaurant d'un hôtel fait partie de leurs réalisations les plus spectaculaires. Le bouddhisme au Cambodge existe essentiellement sous sa forme Theravada, à laquelle adhère plus de 95% de la population. Que l'on soit commerçant ou particulier, posséder un grand Bouddha est un signe important de dévotion et de spiritualité. Celui-ci pèse près d'1 tonne. Oui, c'est de la roche naturelle. Il faut compter 20 jours à 2 personnes pour obtenir ce résultat. Anchi abrite aussi un magnifique sanctuaire d'origine hindouiste qui surplombe le fleuve et s'étale sur plusieurs hectares. Le site a été un lieu de culte important à l'époque pré-angkorienne. Cette tour datant du 7e siècle est l'un des rares monuments épargnés par les bombardements pendant la guerre du Vietnam. Il accueille aujourd'hui une communauté de moines bouddhistes et une centaine d'élèves novices qui étudient les matières générales, mais aussi le pali, une langue ancienne, et la théologie. Un peu plus au nord, le Mékong prend ses aises en s'évasant sur plusieurs kilomètres. Durant la saison sèche, les agriculteurs investissent les parties alluvionnaires pour faire pousser du tabac. Shinchorn a embauché ses voisins pour l'aider à récolter ses champs. Ils en ont pour 2 semaines environ. Il fait pousser un tabac brun, le Tim Kamay, très prisé par les Cambodgiens et les pays voisins. Selon ses moyens, on charge la récolte du jour sur une charrette à bœufs ou à bord d'un mototracteur. Nous lançons la culture du tabac sur l'île à partir du mois d'octobre. Nous labourons la terre et en novembre, nous amenons les jeunes pousses pour les planter. 3 mois plus tard, la récolte commence et quand elle touchera à sa fin, les premières pluies de la mousson vont commencer. Nous labourons à nouveau la terre et il sera encore temps de semer du sésame. Et lorsque la récolte du sésame est terminée, les crues commencent et toutes ces terres seront noyées. Shin a eu l'autorisation du sanctuaire pour faire sécher sa récolte à l'abri sous un temple. Pour se rendre sur l'île de Koh Trong, située au milieu du Mékong, un peu plus au nord, la seule solution est d'emprunter un bac. L'embarcation, à bout de souffle, a l'avantage de mettre ses passagers au diapason de l'île. Leur destination est un havre de paix, sans voiture et très calme. Seule une petite route cimentée de 9 km fait quasiment le tour de cet îlot. Les petites maisons coquettes sont entourées de champs de riz et de bananeraies. Koh Trong est réputé pour produire les meilleures pommelots de tout le pays. Sovani possède une petite plantation. Ses pamplemousses hors normes lui procurent un complément de revenus. La peau de ces fruits est bien plus épaisse que ceux que nous connaissons en Europe. Le pamplemousse de notre île Koh Trong est très recherché. Il possède une structure moelleuse, un goût sucré, et lorsqu'il est bien mûr, il est aussi bien juteux.
Les champs de riz ont été moissonnés pour la plupart. Ce sont les bananiers qui occupent les habitants de l'île, sans oublier les légumes qui poussent facilement toute l'année. Cette terre riche en alluvions permet de cultiver de grands champs de basilic de toutes sortes, très utilisés dans la cuisine quotidienne. Ces plantes seront vendues sur le marché de Crattier. Il y a 3 ans, nous avons connu une crue importante sur l'île. On s'est retrouvé avec 3 mètres d'eau par rapport au niveau normal. Et lorsqu'il y a ce genre de crue, on ne peut plus circuler en vélo ou en moto sur l'île. On ne peut le faire qu'en bateau. En remontant le fleuve par le nord, nous parvenons à Shlong, une ville qui a longtemps su tirer profit du traitement et du commerce de caoutchouc. Après l'indépendance, la ville est un peu tombée dans l'oubli, même si le commerce du bois y est toujours actif. Ces petits marchés sont très vivants. Ici, on ne vend pas seulement les produits, on les prépare pour la cuisine. Les marchandes épluchent et débitent des légumes pour rendre la cuisson plus facile ou pour confectionner une sauce. Les poissons du fleuve sont soit vendus frais, soit séchés et conservés dans le sel ou encore grillés sur place. Pour les connaisseurs, ces larves grillées sont un délice. Dans le prolongement du marché, le relais de Shlong est un des rares bâtiments coloniaux encore en bon état. Il a été construit en 1916 par un riche commerçant de Crattier durant la période française du protectorat. Il a récemment été restauré et a retrouvé sa couleur d'origine avec ce jaune crème moutarde, si caractéristique des bâtiments de l'Indochine. Il abrite aujourd'hui un hôtel. Sur la route qui nous mène à Phnom Penh, la capitale du pays, nous faisons une halte dans les faubourgs de Kampong Cham où se déroule un mariage. Un événement particulièrement important dans la vie sociale du pays. Parents et proches se sont regroupés à quelques centaines de mètres des lieux de la cérémonie pour défiler avec tous les cadeaux et les présents destinés aux mariés. Le photographe fait souvent office de maître de cérémonie. Il n'hésite pas à intervenir dans l'organisation pour obtenir les meilleurs clichés. Chai Sofek, la mariée, fait son apparition avec les demoiselles d'honneur. Elles viennent d'achever une longue séance de maquillage et de coiffure. La mariée salue respectueusement tour à tour sa famille et sa belle-famille. Puis, avec Noam Chuneng, son futur époux, ils saluent leurs invités. La cérémonie coûte une petite fortune, près de 3 500 €, que la famille en général arrivera à amortir avec les dons en espèces des invités. Sur la route de Phnom Penh, l'incontournable marché de Skun propose des mets délicats. Les vers et autres chenilles grillées n'impressionnent plus grand monde. Ce qui attire le plus les Cambodgiens, ce sont les migales. Ces araignées géantes étaient une source de protéines bienvenue pendant la guerre. Depuis, on leur prête des vertus médicinales multiples. À proximité, Udong a été l'ancienne capitale du pays entre 1618 et 1866.
Au pied d'une colline sur laquelle se trouve une nécropole royale, la pagode Preah Arthros abrite une statue de Bouddha spectaculaire. Non loin de là se trouve un village où l'on crée des objets magnifiques. Shumbpa et sa famille ont développé une technique particulière pour décorer des objets comme des boîtes à bijoux ou des figurines d'éléphants. Après avoir travaillé leur forme au marteau, ils les recouvrent d'une fine couche d'argent. Ce savoir-faire qui s'apparente à la dinanderie est très recherché. Tous ces objets, lorsque nous les mettons à la maison ou dans d'autres endroits, ils nous apportent le bonheur et la prospérité. Il y a des éléphants partout. Sur les temples d'Angkor à Siem Reap, lorsque nous voyons des éléphants, ils symbolisent alors le bonheur dans nos maisons. Il nous faut la présence d'un éléphant. Il représente aussi notre pays khmer. La vitalité de Phnom Penh a de quoi surprendre. En quelques années, des gratte-ciel ont surgi au confluent du Mékong et du Tonlé Sap. À force de résilience, elle est devenue une capitale moderne en plein essor. Avec un peu plus de 2 millions d'habitants, la ville s'est étendue le long du fleuve. Selon la légende, une vieille dame du nom de Pen aurait trouvé 4 représentations de Bouddha sur les berges du Mékong. Elle les installa sur une colline voisine et la ville s'éleva tout autour. Aujourd'hui, un temple occupe le sommet de la colline et Madame Pen a le droit à sa statue devant laquelle il convient de s'incliner. Le palais royal, résidence de l'actuel roi Sihamoni, dominait autrefois la ligne d'horizon de la capitale. Actuellement en grande partie en travaux de rénovation, il reste un marqueur important de la ville. À proximité, le ballet royal est en pleine répétition sous la houlette du prince Tesso Sisowat. Avant chaque séance, élèves et professeurs viennent se recueillir devant le portrait de la princesse Bhupa Devi, qui a été longtemps la directrice du ballet royal après en avoir été une danseuse étoile. L'entraînement commence très très jeune. Les artistes commencent à l'âge de 6 ans par des exercices d'assouplissement. Parce que comme vous avez vu, il y a besoin que les gens soient très très souples. C'est une base très importante de notre danse. Il faut que le corps soit au maximum tendu, les bras jusqu'au bout des doigts et tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds. La préparation pour les grandes danses du répertoire que l'on exécute au palais pour honorer des visiteurs prestigieux demande beaucoup de temps. Il n'y a pas de boutons ou de bandes velcro sur les costumes. Chaque assemblage de tissu doit être cousu. Il n'y a pas non plus d'enregistrement sonore. L'accompagnement musical se fait en temps réel avec un orchestre. La danse de Sovan Macha ou danse de la sirène dorée fait partie de la légende indienne du Ramayana. Le dieu singe essaie de construire un pont dans l'océan pour rejoindre le Sri Lanka avec des pierres, mais la sirène n'est pas d'accord. La danse Apsara est une danse nationalement connue et fait partie absolument de notre identité culturelle. Et chacun de nous connaît cette danse et aime sa danse parce qu'elle est le témoignage de ce qui est gravé sur les temples d'Angkor. À quelques pas du palais royal, le Wat Unalom est l'un des principaux centres religieux du Cambodge. Il est aussi le siège de l'ordre bouddhiste Maha Nikaya. Les principaux bâtiments ont été restaurés après avoir été détruits par les Khmers rouges en 1975. Quelques bâtiments de l'époque coloniale ont encore fière allure.
comme le bureau de l'UNESCO ou la Poste. Le marché central, qui date des années 1920, exhibe encore ses bâtiments de style art déco. L'aile consacrée à l'alimentation est la plus animée. L'atmosphère y est envahie de toutes sortes de parfums et d'odeurs. Mets grillés, sauce soja, basilic, noix de coco et bien d'autres saveurs alléchantes. Habitués et visiteurs occasionnels partagent volontiers un coin de table pour avaler rapidement une soupe relevée ou déguster des brochettes de calamars grillés. Voisin du Palais Royal, le Musée national du Cambodge a été fondé par l'archéologue français Georges Grolier. Inauguré en 1920, il propose la plus belle collection d'art khmer sur près d'1 millier d'années. Cette œuvre pré-angkorienne présente une similitude troublante avec les statues des pharaons égyptiens. On ne peut quitter la capitale sans rendre un hommage à toutes les victimes du génocide de Pol Pot en 1975. Le lycée Tuol Svay Prey, plus connu sous le nom de S21, a été transformé par les Khmers rouges en prison de haute sécurité. Il constitue un témoignage bouleversant des atrocités commises entre 1975 et 1978. Une stèle perpétue le souvenir de ce génocide. À l'extérieur de la ville, sur une île du Mékong, Kodash est connue comme l'île de la soie. Encore récemment, chaque maison, ou presque, avait son atelier de tissage en sous-sol. Mais les produits importés ont fait disparaître les fermes de verre à soie et de nombreux ateliers. Ici, on confectionne notamment des tenues d'apparat sophistiquées. Selon les motifs qui les composent, les prix de l'étoffe peuvent dépasser les 100 € l'unité. Ces tissus en soie servent à faire des robes de mariage. Il y a une demande importante pour cette soie. Les gens investissent beaucoup dans les mariages. La soie est désormais importée du Vietnam et les produits de confection venus de Chine ont mis à mal le marché. L'île produit une autre spécialité assez originale. Dans ces grands bacs, on fait cuire à longueur de journée du tofu, cette spécialité asiatique à base de soja, un condiment très utilisé dans la cuisine quotidienne. Le principe est simple. En chauffant, le soja génère une sorte de peau, comme le lait. Le lait de soja, en chauffant, crée une peau. Il faut alors la couper au milieu pour la récupérer et la faire sécher sur les barres. Il faut juste entretenir le feu et on peut ainsi récupérer plusieurs fois dans une même journée les peaux dans un bac. Après les avoir égouttés, il fera sécher sa collecte au soleil pendant une journée. Devenu solide, il n'aura plus qu'à être émietté au-dessus d'un plat. Le sud du pays, à la frontière du Vietnam, présente des paysages inattendus. À Angkol, à côté de Kep, les marais salants sont encore en activité. L'arrivée de la saison sèche annonce le début des récoltes. En s'évaporant, l'eau de mer libère ses précieux cristaux de sel. Cao Vo-un travaille en famille. Cela fait près de 30 ans qu'il ramasse du sel.
J'effectue 100% de mes récoltes ici sur ces marais salants. En général, on commence la récolte en janvier et elle peut se prolonger jusqu'en mai. Après une belle matinée ensoleillée, de gros nuages approchent avec un risque de pluie importante. Kahov accélère le pas pour ne pas avoir à faire à nouveau sécher son sel. Avant d'être emballé et vendu, le sel est nettoyé et enrichi en iode. Ces marais salants revêtent ainsi une importance vitale pour le pays. Kep était jusque dans les années 60 une station balnéaire huppée avant que les Khmers rouges ne la détruisent en 1975. Il ne reste quasiment rien du faste de l'époque. La ville est aujourd'hui principalement fréquentée pour son marché aux crabes bleus. Mais les crustacés se méritent, ils sont pêchés au large à 5 ou 6 heures de bateau de la côte. Chaque jour, les pêcheurs confient le contenu de leur casier aux femmes qui attendent le chaland près du village. Crabes et autres fruits de mer font ensuite l'objet d'âpres négociations entre vendeuses et acheteurs. Sur les hauteurs de Kep, dans une belle propriété récemment restaurée, Léap, la cuisinière, est réputée pour ses recettes à base de crabes. Aujourd'hui, je vais vous présenter un plat qui est une spécialité de ma région, ici à Kep. Il s'agit du crabe au poivre vert, un crabe aux teintes bleues. Alors voilà ce qu'il faut. D'abord du poivre, un crabe, de l'ail, oignon, poivre noir, de l'huile, de la sauce poisson, sel et sucre. Le poivre vert est un poivre frais qui vient d'être cueilli que l'on peut mettre dans la poêle avec le crabe. Il apporte une note très aromatique au plat sans pour autant être trop relevé. La région de Kampot et Kep en particulier sont connues dans le monde entier pour un poivre qui trône dans toutes les cuisines des grands chefs. Nous sommes chez Robert Caron qui, depuis 4 ans, a repris une exploitation de poivre bio. Les grappes sont presque mûres, bientôt prêtes pour être cueillies. Chaque plant, idéalement, va produire environ 4 kilos. Un plant adulte. Et cette année, c'est ce qui va se passer. J'ai certains plants qui sont très chargés et ça va me donner beaucoup de poivre. Ce que Robert préfère, c'est le poivre rouge, qui est plus compliqué à obtenir car il faut attendre que le grain atteigne sa pleine maturité. Le plus rare, et honnêtement, c'est celui que je préfère parce qu'il est moins fort, il est un peu plus fruité. Quelques kilomètres plus bas, la plantation est un domaine qui s'étire sur plusieurs hectares. Cette entreprise familiale a été créée en 2013 par un couple franco-belge, épaulé par un chef de culture qui est dans le poivre depuis 5 générations. La cueillette est sélective et réalisée en fonction de la maturité des grappes.
Récolté vert, le poivre frais est difficile à conserver et à faire voyager malgré toutes les qualités aromatiques qu'il présente. Les grappes de poivre sont rapidement égrenées, puis les grains sont sélectionnés, lavés et échaudés. Ils vont ensuite être étalés et séchés au soleil pendant 2 à 3 jours. Chaque grappe est égrenée à la main, ce qui permet d'effectuer déjà un premier tri. Les spécialistes estiment que le poivre de Kampot se distingue des autres poivres parce qu'il ne va pas brûler sur la langue. En revanche, il tient très longtemps, un peu comme le vin. Il a une longue tenue en bouche. Le goût du poivre varie aussi en fonction de sa couleur, le blanc étant plus puissant que le noir, tandis que le rouge sera plus fruité en raison de sa plus longue maturation. Un terroir et un savoir-faire très ancien sont les secrets du succès du poivre de Kampot. Dans chaque village, il y a une pagode, comme ici au-dessus de Kep. Plus elle est belle et richement décorée, plus elle indique que les villageois sont de fervents pratiquants. Elle joue aussi un rôle social important, en accueillant des jeunes dont les parents n'ont pas les moyens de les envoyer à l'école. En général, dans la pagode Satadama Vihara, que l'on appelle aussi Phnom Penh, il y a non seulement des moines, mais aussi des enfants du village qui font leurs études pour avoir une bonne éducation. Au-delà des matières générales ou de celles liées au bouddhisme, des bénévoles de la région viennent aussi leur donner des cours d'anglais. Plus à l'ouest, Sihanoukville comptait parmi les plus belles plages du sud-est asiatique. Mais les récents accords commerciaux signés avec la Chine ont eu pour conséquence de bétonner une partie du littoral. Il faut s'échapper à 1 heure de bateau sur l'île de Koh Rong pour retrouver la magie de ces plages magnifiques. Celle-ci s'étend sur 7 km de long et doit sa notoriété à de célèbres jeux télévisés d'aventure. Des Américains de Survivor aux Français de Koh Lanta, ce paysage de carte postale attire les marchands de rêves. Le développement du tourisme sur l'île leur doit beaucoup. Koh Rong est traversé par 2 rivières d'eau saumâtre qui serpentent dans la jungle. À l'extrémité de l'une d'elles, le village de pêcheurs de Prek Swai est un peu le cœur de l'île. Au petit matin, tout est calme. Les pêcheurs sont rentrés de leur sortie nocturne et le village s'anime peu à peu par la présence des femmes et des enfants. De la noix de coco, on en tire à la fois des fibres pour tresser des cordes, mais on utilise aussi la pulpe que l'on retrouve dans de nombreuses recettes culinaires du sud du pays. Ce paradis attire bien sûr les convoitises. Il sera bien difficile à protéger. Mais aujourd'hui encore, l'île de Koh Rong représente un lieu de repos de toute beauté, préservé du tumulte des villes. Une destination de choix dans notre visite du Cambodge et un lieu de vie inspiré.
Si le paradis existe quelque part sur notre planète, il pourrait bien être situé au sud-ouest de la Thaïlande. Des îles qui font rêver, des plages de sable blanc qui scintillent au soleil, et une irrésistible envie de plonger dans les eaux cristallines du golfe d'Andaman. Celui-ci abrite des archipels magnifiques, des paysages d'une beauté extraordinaire, une nature encore préservée et une culture riche et bien vivante au cœur d'une accueillante région tropicale. Évadez-vous pour un périple fabuleux, à la recherche de la plus belle plage, pour trouver au bout du voyage le banc de sable parfait et se sentir enfin seul au monde. Le golfe d'Andaman se situe au sud-ouest de la Thaïlande. Il compte une dizaine d'archipels disséminés entre la baie de Panga et la frontière malaisienne. La plus grande et la plus peuplée, c'est Phuket, située au nord-ouest du golfe. Un immense Bouddha de 45 mètres de haut accueille les visiteurs. Phuket est une île dédiée au tourisme de masse, mais elle a su garder sa part d'authenticité. Il suffit de se laisser envoûter par la splendeur de la baie de Chalong, toute proche. Avec sa plage, qui forme un croissant de sable, la baie attire les plaisanciers et les visiteurs en quête de convivialité. Il n'y a qu'un seul restaurant qui sert de la cuisine locale. Les hôtels 4 étoiles s'alignent le long de la plage. Depuis les piscines, les touristes s'aventurent dans les eaux chaudes pour faire la photo parfaite. Au milieu de la baie, il y a une toute petite île, un rocher de jungle avec un banc de sable pour jouer au Robinson Crusoe. Phuket vit principalement du tourisme et le mode de vie traditionnel s'en ressent. La ferme agrobiologique est un centre éducatif qui s'est donné pour mission de reconnecter les enfants thaïlandais avec le monde agricole et la culture de l'EVA. La production du latex s'est développée à partir du début du XXe siècle et rapidement, les arbres venus du Brésil couvrirent plus d'un tiers de l'île. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques plantations. Alors, pour conserver la tradition du caoutchouc naturel, quelques arbres ont été plantés afin de montrer aux écoliers comment se récolte le précieux liquide, comme nous l'explique Tony. Ici, nous apprenons comment on récolte le latex et aussi comment on cultive les rizières. Cela faisait partie de la vie des habitants de Phuket. Mais vous voyez, ce style de vie est en train de disparaître. Alors nous voulons conserver cette tradition afin de pouvoir montrer aux jeunes générations comment se récoltait le latex dans le passé. Ce type d'arbre doit atteindre l'âge de 7 ans avant de commencer la récolte.
Chaque arbre produit 500 ml par jour. En général, les fermiers commencent à inciser l'arbre vers minuit. Le latex est ensuite aplati en feuilles dans ce petit atelier. Après avoir récolté le liquide, nous le transformons en feuilles de caoutchouc. Les feuilles sont standardisées, la taille et le poids, 1 kg. Nous n'utilisons que de l'acide formique comme produit chimique pour le processus de conversion. Nous pressons le latex avec des rouleaux pour en faire des feuilles. Mais dans les temps anciens, les fermiers devaient piétiner le liquide pour l'aplatir. Les rouleaux permettent d'affiner les feuilles et d'en faire sortir l'eau. Ensuite, nous passons les feuilles dans la presse pour les dessécher. Il faut les passer 2 fois dans la presse. Ensuite, il faut la pendre pour la laisser sécher au soleil pendant 7 jours. Petit à petit, l'huile de palme a remplacé la récolte du latex. Mais la Thaïlande reste encore aujourd'hui le 3e exportateur de caoutchouc naturel. Pour s'évader de Phuket, le temps d'une journée, rien ne vaut un petit tour à Coral Island, à 15 minutes en hors-bord de la baie de Chalong. Bienvenue à Banana Beach. Une plage magnifique dans une petite crique abritée. Tout est là. L'eau translucide, le sable blanc, c'est une piscine à ciel ouvert en eau peu profonde, idéale pour les enfants. Une journée parfaite au paradis. Un petit restaurant accommode les baigneurs. Les amoureux se prennent en photo ou s'isolent au bout de la plage. Les enfants jouent dans le sable. Les fonds marins attirent les amateurs de tuba. On pourrait rester là indéfiniment, mais il faut bien rentrer et laisser la plage retrouver sa quiétude. Phuket est une île chargée d'histoire. Et pour voir à quoi elle ressemblait, il y a encore un demi-siècle, il faut se rendre dans la ville historique. Il ne reste que quelques rues, bordées de magnifiques maisons sino-portugaises qui datent pour la plupart de la fin du XIXe siècle. Il y a plus d'une centaine d'années, une communauté sino-thaïlandaise s'est installée ici. Les Babas, des mineurs d'étain venus de Chine, mariés à des Thaïlandaises. Aujourd'hui, ces maisons incroyablement préservées sont devenues des magasins ou des restaurants. Mais elles témoignent toujours de la beauté des villes du sud-est asiatique avant que les gratte-ciel ne fassent leur apparition. Phuket est l'endroit idéal pour voir des éléphants. Il existe de nombreux parcs qui proposent de les rencontrer, mais malheureusement, les animaux ne sont pas toujours bien traités. Bien souvent, ils sont enchaînés et subissent les assauts des touristes toute la journée. Mais dans cette maison de retraite pour éléphants, les pachydermes coulent des jours tranquilles, comme nous l'explique Ma,
la propriétaire des lieux. Pourquoi accueillons-nous des éléphants? Parce que bien souvent, ils se sont épuisés au travail et ils finissent avec des blessures sur les pattes. Alors, on les achète et ils viennent vivre ici. Une fois qu'ils sont là, la seule chose qu'ils doivent faire, c'est de venir de temps en temps voir les touristes qui leur donnent à manger et ils leur font prendre une douche. Rien de plus. Ici, on les comprend. Personne ne les frappe ou ne les force à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. On leur donne des bananes, de la canne à sucre, des ananas et n'importe quel fruit ou légume qu'ils aiment manger. Toute la nourriture est bio, car ici, on se préoccupe vraiment de leur bien-être. À l'écart des circuits touristiques, le parc est peu visité. Ce sont surtout des familles avec des enfants en bas âge qui viennent ici, car les éléphants sont calmes et les parents se sentent en sécurité. Le clou de la visite, c'est la douche, dans cette petite piscine naturelle. Dans la piscine, vous pouvez leur donner un bain et les frotter. Cela ne leur fait pas mal. Pour eux, c'est comme un massage. Vous pouvez les frotter sur tout le corps, sauf sur les yeux. Et puis, vous pouvez les arroser avec de l'eau. Avant de quitter Phuket, il faut venir admirer le coucher de soleil sur la plage de Surin, au nord de l'île. À la fois populaire et tranquille, elle est à l'image de cette île, qui a su quand même garder la douceur de vivre de l'Asie du Sud-Est. La baie de Panga se situe au nord de Phuket. C'est une région méconnue d'une grande beauté. L'endroit le plus visité, c'est l'île de James Bond, devenue mondialement célèbre grâce au cinéma et à un rocher monumental qui semble se détacher de la mer. Cet îlot était parfaitement inconnu avant que Roger Moore et Christopher Lee n'y tournent L'Homme au pistolet d'or en 1974. Depuis, pas une journée sans que des visiteurs ne débarquent sur cette plage pour s'imaginer en 007 ou simplement goûter la magie du lieu. Dans le James Bond, l'île imaginaire de Sakaramanga explose à la fin de la scène. Mais l'île de Khao Tan Pao, elle, est toujours là avec son rocher mythique. La baie de Panga a d'autres trésors à nous montrer. Le village de Koh Phanny se déploie sur la mer à l'abri d'une montagne. Ce village date du XVIIIe siècle, lorsque 3 familles de pêcheurs venus de Java se sont sédentarisées dans la région. Aujourd'hui, la communauté compte 400 familles. La baie de Panga, comme le sud de la Thaïlande, est à majorité musulmane. À l'époque, les musulmans n'avaient pas le droit d'acquérir de la terre, et c'est pourquoi ils ont construit leur village sur des pilotis. Aujourd'hui, les habitants vivent surtout du tourisme, et une partie du village s'est transformée en marché à souvenirs. Mais il a gardé son atmosphère nonchalante, et il offre un magnifique point de vue sur la baie.
nichée au sud de la baie de Panga, voici Koh Yao Noi, une île magnifique qui ne figure pas dans les brochures touristiques. Elle possède de superbes plages quasi vierges. La plus belle est celle de Paradise Koh Yao, un croissant de sable qui s'étale au pied d'une falaise. Koh Yao a misé sur le tourisme de luxe et les resorts proposent des bungalows perdus dans la végétation. La jungle est sauvage et on peut même voir les toucans parader dans les arbres. Des fleurs de lotus de couleur fuchsia constellent les pièces d'eau. Et la plage ombragée incite au lâcher-prise et à la détente. Paradise Koh Yao est l'endroit idéal pour retrouver son âme d'enfant et les plaisirs de l'eau. C'est la promesse d'un séjour inoubliable. Aujourd'hui, Yad, la cuisinière de l'un des resorts, propose une petite leçon de cuisine thaïlandaise. Au menu, la célèbre salade de bœuf piquante. Voici une pièce de bœuf mariné. Tout d'abord, il faut la faire griller. On commence par chauffer la poêle avec un peu d'huile, juste un peu. Ensuite, on y place le bœuf et on le laisse jusqu'à ce qu'il soit à point. Je commence avec un piment. Un piment suffit, car il faut que la salade soit un peu pimentée. Ensuite, Yad tranche finement des oignons, un concombre et du céleri thaïlandais. Je surveille la cuisson du bœuf. Il n'est pas encore à point. Je vais le laisser dans la poêle encore un peu de temps. Pour faire la sauce, je coupe un citron vert, puis j'ajoute de la sauce de poisson, du sucre et de la sauce au piment. Pour une assiette, il faut une cuillère à café de sauce au poisson, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sauce au piment, et un citron vert, sans les pépins. Je mélange jusqu'à ce que le sucre soit totalement dissous. Je tranche le bœuf et j'ajoute la sauce. Je mélange la salade. Je vérifie que c'est assez épicé et pas trop sucré. Cela doit être à la fois aigre-doux et salé. Je découpe les tomates en forme de feuilles, comme ça. Je décore l'assiette. Et voilà, la salade de bœuf piquant. Il ne reste plus qu'à la déguster dans un cadre extraordinaire. Ensuite, vous pourrez prendre un bateau pour explorer les alentours. Des petites îles perdues avec des plages magnifiques. Votre bateau vous déposera sur celle de vos rêves. L'une des plus populaires est l'île de Koh La Lading. Sa petite plage discrète est bien connue des Thaïlandais. Ils viennent profiter de l'exceptionnelle beauté de leur pays.
c'est un phénomène récent. Le tourisme local se développe rapidement et les baigneurs sont de plus en plus nombreux. Souvent, ils portent des gilets de sauvetage car ils ne savent pas nager. Mais Kola Lading est l'endroit parfait pour apprendre. Koh Yao Noi est vraiment un endroit préservé. Ici, les visiteurs peuvent goûter l'authenticité et la douceur de vivre à la thaïlandaise. L'artisanat local est bien vivant, comme dans cet atelier de batik. Les étoffes peintes à la main de motifs colorés sont originaires de l'île de Java, en Indonésie. Mais à Koh Yao, Yasmine a ouvert un atelier pour les femmes des pêcheurs de l'île. Un moyen de gagner un peu d'argent et de se retrouver toutes ensemble. Ici, les batiks sont peints à la main. Nous commençons par dessiner chaque motif avec de la cire. Vous voyez, c'est un exemple typique de motifs originaux. Il représente l'océan et les origines de notre île. Maintenant que tous les motifs sont terminés, notre équipe colore le fond. Vous voyez, nous utilisons des couleurs vives et lumineuses, car cela attire les clients. Koh Yao Noi est l'île des toucans. Pas étonnant que ces oiseaux de paradis se retrouvent sur les batiks de Yasmine. Laissez-moi vous montrer un autre motif caractéristique de Koh Yao. Voilà, c'est une famille de toucans. C'est vraiment la signature de l'île de Koh Yao Noi. Attendez, je vais vous en montrer un autre. Les nombreuses îles de l'archipel sont aussi un motif traditionnel. On appelle ce batik l'île forêt. Les îles et les toucans sont les symboles de Koh Yao Noi. Ces batiks sont une belle idée de cadeau pour ramener un peu de soleil et des couleurs chatoyantes de cette île fabuleuse. Mais c'est également un moyen d'aider ces femmes à garder leur indépendance financière. Avant de quitter ce paradis, il faut absolument visiter l'archipel voisin et ses deux îles, Koh Ong et Koh Kudu. La première dissimule un lagon extraordinaire, accessible uniquement à marée haute. Les bateaux Longtail se faufilent dans un étroit passage qui débouche sur un lac émeraude, encerclé de falaises. La magie des lieux s'impose à tous. L'eau est parfaitement limpide. Le bateau se glisse à travers une petite mangrove. Le lent carrousel des Longtail, qui tournent dans le lagon, trace dans leur sillage des arabesques éphémères. Un petit tour et puis s'en vont. Quelques minutes hors du temps.
À Koh Ong, les touristes sont majoritairement thaïlandais, car l'île est peu connue des visiteurs étrangers. Sa plage se dessine le long d'une petite baie abritée. Difficile de résister à la tentation d'en profiter le plus longtemps possible. Plus au nord, Koh Koudou est une perle rare. On la surnomme l'île émeraude. Elle est parée d'un lagon secret gardé par un rocher qui rappelle celui de James Bond Island. Sa petite plage est bordée de palétuviers. Ici, personne ne viendra vous déranger. Koh Koudou est la parfaite carte postale du paradis. Koh Phi Phi Don occupe une position centrale dans le golfe. Et c'est un excellent point de départ pour aller à la découverte de l'archipel dont l'île du Bambou est Koh Phi Phi Lay. Il faut imaginer Koh Phi Phi Don, il y a 50 ans. Deux plages qui se tournent le dos. À droite, l'Eau d'Aloum, face au soleil couchant, et à gauche, Ton Sai, face au lever. À l'origine, un paradis vierge. Aujourd'hui, c'est devenu l'une des destinations prisées des touristes, mais il reste toujours possible de trouver la plage qui vous conviendra. Ainsi, Ton Sai est magnifique. Son banc de sable corallien se prolonge dans une petite crique où tombe une falaise impressionnante. Elle est située près du port, mais suffisamment à l'écart pour goûter un peu de tranquillité. Le petit centre pittoresque s'allonge le long du tombolo, le banc de sable qui relie les deux parties de l'île. On y flâne entre les restaurants, les magasins de souvenirs et les hôtels à petit budget dans une ambiance bon enfant. Koh Phi Phi fut ravagé par le tsunami de 2004. Mais depuis, les Thaïlandais ont reconstruit et aujourd'hui, cette tragédie n'est plus qu'un mauvais souvenir. Koh Phi Phi Don est aussi une île dédiée à la fête. Les fêtards se retrouvent à l'Eau d'Aloum, dans les nombreux bars de plage, pour profiter du coucher du soleil. Dans une ambiance détendue sur Koh Phi Phi Don, c'est l'happy hour. Et dans la piscine, la fête durera toute la nuit.
Pour retrouver l'esprit des origines de Koh Phi Phi Don, il faut se poser sur Long Beach, une plage familiale et authentique. Les petites criques qui se succèdent le long de la côte sont presque désertes. Il reste encore quelques huttes de bambou, les premiers hébergements touristiques de Koh Phi Phi Don, lorsque les premiers backpackers sont arrivés dans les années 90 pour faire la fête. Depuis, les lieux ont retrouvé leurs occupants originaux. Sur la plage, on peut embarquer sur l'un de ces bateaux pour encore un autre coin de paradis. Cette plage est sublime. Les pieds s'enfoncent dans un sable fin et soyeux. La mer est merveilleuse. La température de l'eau est parfaite. C'est presque trop beau pour être vrai. Les visiteurs s'installent sur la plage et y passent quelques précieuses heures. Ensuite, ils repartent pour continuer leur tour de l'archipel. C'est à ce moment-là, lorsque la chaleur se fait moins mordante et qu'elle aussi est désertée, que Bamboo Island redevient une île perdue au milieu de nulle part. Il est temps de repartir à bord du Phi Phi Moonlight, le bateau de Roman, un pêcheur de l'île. Les barques à moteur sont propulsées par une hélice au bout d'une longue perche de métal, d'où leur appellation anglaise de long tail. Ils sont parfaits pour naviguer dans les eaux peu profondes des lagons. À bord, il y a un passager inattendu, un chat siamois qui n'a pas le mal de mer. Bienvenue à Monkey Beach, la plage des singes. Mais à première vue, il y a surtout des touristes. Pour trouver les singes, il faut marcher jusqu'au bout du sable. Des macaques qui vivent à l'état sauvage et qui ont regagné leur tranquillité. Car les touristes ne s'approchent plus et ne les nourrissent plus depuis que les singes ont fini par mordre les visiteurs imprudents. Il est temps de lever l'ancre. Direction Koh Phi Phi Lay. C'est une île sauvage et vertigineuse. Ces falaises impressionnantes tombent à pic dans la mer Azur. Elle aussi recèle de magnifiques criques et des plages sublimes, telle la baie de Maya, qui est l'une des plus belles de Thaïlande. Malheureusement, elle a été victime de son succès. En effet, c'est là que le film La plage avec Leonardo DiCaprio a été tourné, et depuis, ce magnifique banc de sable était envahi par les touristes. Le gouvernement thaïlandais a alors décidé de fermer la plage. Aujourd'hui réouverte,
son accès n'en reste pas moins strictement contrôlé. Le prix à payer pour préserver ce lieu unique. L'embarcation de Roman est un peu particulière. En plus du chat, un autre passager habite sur le bateau. On était directrice artistique dans une grande agence de publicité à Bangkok. Depuis des années, elle venait passer ses vacances à Koh Phi Phi. À l'approche de la retraite, elle a décidé un beau jour de ne pas rentrer. Avec Roman, elle a acheté ce bateau afin d'en faire sa maison, loin du stress de la capitale. Tous les jours, je regarde le lever et le coucher du soleil. Cela m'a permis de ralentir le rythme de ma vie. Avant, je ne voyais presque jamais la lumière du jour. Ma journée commençait avec les transports pour aller au travail, et lorsque la nuit était tombée, je rentrais chez moi. Alors, j'ai changé de vie et je m'en porte bien. Je passe mes nuits allongée sur le bateau, à regarder la lune et les étoiles. Une vie tranquille, au fil de l'eau, plus près de la nature, pour retrouver le goût des choses essentielles. Maintenant, je vois le cycle des saisons, la marée haute, la marée basse, la mousson, la pluie et l'été. Je me sens intimement connectée avec la nature. Cela fait du bien de s'inquiéter du temps qu'il va faire. Si l'air est humide, je me demande s'il va pleuvoir. C'est une vie totalement différente. Maintenant, je sens l'humidité naturelle de l'air, la chaleur, la pluie et le vent. Ici, je fais partie de la nature. Voilà pourquoi j'ai décidé de vivre ainsi. La nature reprend ses droits, comme dans la baie de Maya, qui se ressource loin de l'effervescence de la foule. De l'autre côté de l'île, le lagon de Koh Phi Phi est majestueux. Il est encerclé de falaises qui plongent dans les eaux émeraudes. À l'écart, comme enchâssée dans les masses rocheuses, une toute petite plage se cache des touristes. Un havre de paix connu de quelques initiés. En descendant vers la Malaisie, on arrive à Koh Lanta, une île vraiment à part. On vient ici pour goûter son atmosphère particulière et authentique. Une immense mangrove couvre le nord de l'île. Une excellente occasion de partir à la découverte de cet écosystème riche en surprises. Les fermiers de la mangrove proposent des promenades en bateau. Celle-ci s'étend sur plus de 25 km. Impossible de tout faire en canoë. Elle est plantée de palétuviers et de mangliers et abrite une biodiversité riche en oiseaux comme l'aigle marin. C'est également le royaume des macaques. Pour les trouver, il faut s'enfoncer dans de petits canaux étroits.
Ils sont bien au rendez-vous et pas très farouches. Rapidement, ils envahissent l'embarcation. Et le jeune pilote tente tant bien que mal de ne pas se faire voler son sac. Les singes sont comme chez eux et bien décidés à s'incruster. Il est temps de repartir, si l'on ne veut pas se faire éjecter du bateau. Au sud de Koh Lanta, Bamboo Beach est la plus isolée de toutes les plages de l'île. Peu fréquentée, elle est restée sauvage. Il n'y a qu'un seul petit resort qui donne sur la plage pour quelques touristes en quête de tranquillité. Ici, on est à la campagne. Des palmeraies et des troupeaux de vaches. Une atmosphère bucolique idéale pour se poser avant de continuer l'exploration de cette île envoûtante. Sur la côte est, la vieille ville de Koh Lanta n'a pas l'air d'avoir changé depuis sa construction, il y a près de 2 siècles, par des marchands venus du sud-est de la Chine. Ils y établirent un comptoir de commerce prospère, Sri Raya. Mais les magnifiques maisons en bois sont récentes. Elles furent reconstruites à l'identique, après qu'un incendie ravagea la ville il y a plus d'un demi-siècle. La rue principale est décorée de guirlandes. Pas de doute, le cœur de Sri Raya est chinois. On peut admirer une pagode et un temple taoïste qui regroupe les divinités protectrices du panthéon chinois. Au fil du temps, les habitants ont rallongé les terrasses de leurs maisons pour y installer des filets de pêche. Aujourd'hui, ce sont des restaurants de fruits de mer réputés. Au menu, des crabes, des langoustes et un crustacé local, la crevette mantis, qui ressemble à un gros insecte marin. C'est peut-être le moment de se laisser tenter. La côte ouest de Koh Lanta est une succession de longues plages de sable fin bordant une mer azur. Les visiteurs ne viennent pas ici pour le sable blanc, mais pour l'ambiance qui y règne. Un état d'esprit qui rappelle le temps des premiers hippies arrivés dans les années 70. Une atmosphère détendue et chaleureuse. Et des couchers de soleil magnifiques. Au sud de Koh Lanta, il existe un petit groupe d'îles qui échappe encore au flot des touristes. Ce sont de petits paradis tranquilles. L'étape idéale pour prendre le temps de savourer chaque instant. La première, Koh Ngai, est pratiquement déserte.
seuls quelques pêcheurs sont venus capturer leur proie au soleil couchant. Vous êtes arrivés au bout du monde. À quelques encablures, Komook est une île étonnante. La pointe est découvre un banc de sable fabuleux. Un petit restaurant offre une terrasse avec une position imprenable sur le lagon. Pearl Beach porte bien son nom. Le sable de quartz blanc est immaculé et étincelant. Lorsque le vent fait rouler les vagues et rafraîchit l'air, c'est le moment idéal pour piquer une tête et échapper à la chaleur du matin. Mais la plupart du temps, la plage est déserte. Komook est restée une île de pêcheurs. Quelques bateaux languissent dans les eaux calmes. Les ruelles se sont vidées avec le soleil au zénith. L'île est entourée de falaises impressionnantes qui découvrent de petites plages uniquement accessibles en bateau. Pour se sentir seul au monde, le temps d'un instant. À la pointe de l'île, Komook nous réserve une beauté naturelle unique. Un lagon caché au cœur de la montagne. Il n'est accessible qu'à marée basse, en passant par un tunnel qui débouche sur cette petite plage à l'eau cristalline. La légende raconte que le lagon servait de cachette aux pirates qui infestaient l'entrée du détroit de Malacca. Aujourd'hui, la visite du lagon Émeraude est une étape obligée pour tous ceux qui passent par Komook. Le temps d'une photo et il faut déjà repartir. La marée remonte et le tunnel sera bientôt complètement noyé. La troisième île s'appelle Koh Kradan. Elle est plus au sud et peu fréquentée. Mais sa plage de sable corallien vaut le détour. La mer est turquoise et translucide. La plage est ombragée et le sable ne brûle pas les pieds, même en plein soleil. Le lagon est saisissant de beauté. En débarquant, on a immédiatement l'envie de ne plus jamais repartir. Et de couler des journées tranquilles, avec un seul but, celui de rester dans l'eau le plus longtemps possible. La couleur de la mer varie selon la profondeur et la lumière du jour. À marée basse, l'eau est bleu pastel. Mais alors que l'après-midi s'avance,
le ciel s'assombrit à l'horizon. Lorsque le soleil darde ses plus beaux rayons, la mer devient alors émeraude. Encore quelques heures avant que la tempête n'arrive. C'est ici, dans ce petit archipel perdu aux confins de la Thaïlande, que se termine notre périple, au cœur des îles paradisiaques de la mer d'Andaman.